tekan hamrayitin. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La première semaine de l'après-état d'urgence, presque toutes les restrictions contre la propagation de la maladie, le Covid-19, sont levées. Et dans le même temps, les chiffres du coronavirus augmentent, plus de 7000 contaminations et un nombre de décès qui ne cesse de croître. On n'est pas loin des 150 morts. Un paradoxe, non? Abdoulaye Makhtar Diop, bonjour. Bonjour, M. Fall. On n'a pas encore endigué la propagation du coronavirus et la vie reprend son cours. Est-ce que la décision prise par Macky Sall le lundi soir de lever l'état d'urgence, elle est cohérente? Elle est cohérente dans la mesure où si l'état d'urgence et le couvre-feu étaient les mesures administratives susceptibles d'endiguer la propagation du virus, le virus aurait été endigué. Mais pour freiner la propagation, il y avait des mesures qui relevaient du comportement et de la discipline individuelle et collective des Sénégalais. Le président de la République a utilisé tous les moyens juridiques et légaux pour que l'État joue la part qui était la sienne dans l'endiguement et la lutte contre la pandémie. La vérité est que les chiffres que l'on donne et qui pensent mesurer les effets des décisions du président de la République ne sont pas bonnes pour être mises en corrélation. Pourquoi? Nous partions de 79 cas, un mois, au moment de la prise de décision. Au moment de la levée définitive, mais il faut s'attarder sur la mesure intermédiaire d'assouplissement. Essayer d'en connaître les raisons, qui était un fort mouvement de protestation, exprimé ou non, amplifié par certains relais, qui avaient amené le président de la République, au moment où on pensait s'approcher du pic, à lâcher de l'Est. À l'époque, j'avais bien dit qu'il ne fallait pas déconfiner Dakar. Moi, je pense que le président a fait tout ce qu'il devait faire. Et en levant la mesure d'état d'urgence, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que la dernière décade, les 10 derniers jours ont prouvé que les Sénégalais se comportaient comme s'il n'y avait pas d'état d'urgence, se comportaient comme s'il n'y avait pas de couvre-feu, et ne respectait plus les mesures barrières. Donc je pense que le président n'avait d'autre choix que de faire ça plutôt que de réveiller un front social. Il est constaté que la majorité des contaminations, c'est dans le département de Dakar. Les 19 communes du département de Dakar sont les plus infectées du pays. De façon beaucoup plus large, l'axe Dakar-Thiès-Diourbel, c'est l'axe le plus touché par la maladie. On pouvait lever l'état d'urgence partiellement et maintenir peut-être les restrictions dans ces 3 régions, non? Oui, mais si... Vous l'avez théorisé un peu, oui, mais vous l'avez dit. Mais c'est que si les différents segments de la société sénégalaise, la société civile sous toutes ses formes et toutes les autorités avaient accompagné le président de la République dans ces mesures sanitaires pour l'État du Sénégal, on aurait pu en parler. Vous avez donné un axe qui est aujourd'hui l'axe du mal, il faut le qualifier comme tel. Mais dans la région de Dakar, du point de vue des activités socio-religieuses, mais c'est ici que les imams, les associations religieuses, toutes confréries confondues, ont commencé à mettre la pression pour permettre l'ouverture des lieux de culte. Quand il y a eu des incidents à la Médina, à Grand Yoff, à Touba, ville sainte où on a brûlé les pneus, aucune voix ne s'est élevée. Quand les populations se sont rebellées contre les forces de police et de l'armée, personne n'a demandé d'arrêter. Au contraire,
les gens de la société civile demandaient à l'État de lever les mesures pour permettre justement aux activités économiques ou socio-économiques dans le secteur informel, semi-informel, structuré ou non, d'aller vaquer à l'occupation. Rappelez-vous quand le préfet de Dakar a pris les mesures pour réguler l'ouverture et la formation et la fermeture des marchés, les gens sont rebellés. Donc aujourd'hui, la vérité, et il faut le dire aux Sénégalais, si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est les comportements que les Sénégalais n'ont pas condamnés. Et ça le plus dur. Et l'État se dit, je vous laisse alors vous débrouiller avec le virus. Donc, Non, l'État ne dit pas, je vous laisse vous débrouiller avec le virus. L'État dit, je m'organise pour que la vie et le moteur de la vie de ce pays soient assurés. C'est quoi le moteur? Ce ne sont pas seulement les activités économiques. Ce sont les activités sociales. Ce sont les activités religieuses. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à un jet de pierre de la Tabaski, avec l'expérience de toutes les pressions exercées sur le gouvernement, on maintient le confinement à Dakar, les moutons n'entrent pas. Dans la région de Thiès, où Toubatoul est un marché extrêmement important, et toute la région de Touba, Diourbel et Mbacké. Mais le président avait à arbitrer. Moi, je le dis en toute objectivité, le président Macky Sall, si l'on compare son action avec celle des autres chefs d'État africains et du monde, il a usé, jusqu'à la limite, tous les moyens légaux dont il disposait pour protéger et notre pays et les Sénégalais. Mais malheureusement, il n'a pas été suivi. Et je crois que ça fait partie des leçons que nous devons tirer. Prenons un exemple. Si nous étions en guerre réelle, militaire, si les balles crépitaient, est-ce que les gens auraient dit laissez-nous aller faire notre commerce? Chacun allait trouver un terrain où se terrer. Est-ce que les gens diraient allons à la prière? Quand il y a eu le bombardement ici en 1943, les gens ont déserté les rues de Dakar. les mosquées aussi? Les mosquées ont rationné jusqu'au pain. Une miche de pain par famille, pour une semaine. On enterrait même avec des sacs de jute. Alors, les populations, dans des situations comme ça, ont une responsabilité à jouer. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la communication qui a été beaucoup pendexée? Les chefs religieux et coutumiers comme vous n'ont pas joué leur rôle? Mais en vérité, moi, en ce qui me concerne, et dans le milieu immédiat sur lequel je pouvais agir, j'ai tenté par l'exemple de faire la démonstration de nos comportements. Beaucoup de gens m'en veulent jusqu'à présent de n'avoir pas satisfait beaucoup d'obligations sociales liées au mariage, liées au décès. Parce que je m'étais fait le devoir de ne pas y assez afin d'être suivi par les autres. J'ai, avec le grand imam de Dakar, demandé à tous les chefs de Penki Lébou, de la banlieue de la région de Dakar qui peuvent nous écouter, de fermer les lieux de culte, d'arrêter les prières surérogatoires pendant le Ramadan. Mais c'est le rôle qu'on pouvait jouer. On l'a joué à plein régime. Mais à Dakar, nous ne sommes pas les seuls à porter la parole quand il s'agit de phénomènes ou de faits sociaux. L'Église a joué son rôle à plein régime. Personne ne peut le contester. Maintenant, dans le secteur informel, structuré ou non structuré, mais les syndicats de transporteurs ont rué dans les brancards. Le secteur informel a rué dans les brancards. Dans les quartiers, on a laissé les jeunes agresser les policiers. Et chaque fois que l'État a voulu recourir à ces moyens de rétorsion, mais c'est la société civile, certains éléments de la société civile, certains avocats qui ont dit non, même le pas de porte n'est pas dans le domaine public. On a développé n'importe quelle théorie ici. Les droits de l'homme, on parle de la restriction des libertés. Il faut vraiment avoir l'honnêteté de faire le recensement de l'ensemble des mouvements de ces derniers secteurs qui ont amené le président à devoir arbitrer. Il n'a pas dit aux Sénégalais, je vous laisse à votre sort. Il a dit aux Sénégalais, je vous laisse à vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment en hivernage. Le mouvement des saisonniers des Nawetan, la mise en place des intrants agricoles et du matériel agricole. Vous parlez de Nawetan, c'est agriculture. Hein. Nawetan en agriculture. Oui, je parle de Nawetan des saisonniers. Bon, on a précisé. Voilà, exactement. Donc, mais tout ceci constitue sur la table du président de la République des paramètres sur lesquels il faut agir. Ça, moi, je pense, en toute objectivité, il a pris la bonne mesure. Il appartient maintenant aux Sénégalais
conscient, parce que tout le monde est aujourd'hui conscient du risque et de la gravité de la situation. Donc la cellule de base, qui est la cellule familiale, doit jouer son rôle. Et ensuite, les autres segments de la société, au plan syndical, au plan socio-professionnel, au plan religieux, au plan des sectes, etc. Vous estimez que le président de la République il a pris les bonnes décisions, il a eu les bonnes postures dans la gestion de cette crise sanitaire. Pour d'autres, tout n'est pas rose dans la gestion de cette riposte contre le coronavirus. Votre collègue député Aïda Mbodj a déposé une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale pour que des ministres concernés par la gestion de cette crise viennent s'expliquer devant les parlementaires. Y adhérez-vous, vous, vice-président à l'Assemblée nationale? Alors, je crois qu'Aïda Mbodj a annoncé le dépôt. Mais jusqu'à la dernière réunion, moi, je n'ai pas entendu parler d'un tel dépôt pour les questions orales à ces ministres. Mais l'intention, elle est bonne. Et respecter les procédures, elle est bonne, parce que ce sera une occasion pour les ministres de faire la démonstration de l'exécution correcte ou pas des missions qui leur ont été confiées dans cette période. Il s'y ajoute que même si Aïda Mbodj ne faisait pas ça, les dispositions de la loi d'habilitation amènent l'Assemblée nationale à connaître des ordonnances prises par le président de la République et à interroger les ministres sur l'exécution. Donc, dans une procédure normale, en situation exceptionnelle, nous avons à écouter et à entendre ces ministres. Quand on entend le président de la République demander aux ministres d'aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale, c'est ça une anormalité, justement. Non, en fait, c'est-à-dire, vous savez, au Sénégal, quand on a parlé de ce que les textes de l'Assemblée prévoient pour écouter le gouvernement, quand le président, c'est à la limite superflu, c'est ça qui est anormal. Les ministres, ils doivent aller devant les députés, non? C'est ça que je veux dire. Vous savez, le communiqué du Conseil des ministres, par moment, lance des signaux forts à l'opinion nationale et internationale. Le président n'aurait pas communiqué sur le sujet, l'Assemblée aurait interpellé les ministres. Mais le président de la République, dans la solennité du Conseil des ministres, lance un message aux Sénégalais en leur disant « Je mets mon gouvernement à la disposition de l'Assemblée nationale ». Il n'y a rien de superfétatoire. C'est un signal politique simplement. Parce qu'on peut l'interpréter pour dire que si le président n'avait pas lancé ce message, les ministres ne seraient pas allés devant l'Assemblée nationale. Mais non, c'est une mauvaise interprétation. Moi, je pense que, vous savez, moi, j'écoute le Conseil des ministres et par ma pratique du gouvernement, je vais au-delà de ce qui est déclaré. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand j'ai entendu le président, c'est très bien que le président dise aux Sénégalais, ces gens-là, ils vont aller s'expliquer. Parce qu'en vérité, la responsabilité des différents ministres aujourd'hui est complètement dissoute dans la responsabilité du président de la République. Alors que ce qui devait se passer, le premier conseiller du président de la République, c'est le ministre. Quand le président de la République donne une décision, c'est le ministre qui doit en suivre l'exécution et qui doit en rendre compte. Mais ce que vous appelez la communication du gouvernement pendant cette pandémie, c'est résumé aux communications du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui se donnait corps et âme. Et je salue son activité. Mais, sauf le ministre de l'Éducation au moment et le ministre de l'Enseignement supérieur, quel autre ministre dans son domaine a-t-on senti de manière constante, quotidienne et hebdomadaire relayer les préoccupations du président de la République? C'était ça le problème de fond. Il était seul, le président de la République, à part quelques ministres qui intervenaient. Mais j'ai dit au chef de l'État, 48 heures avant la prise de décision de l'état d'urgence, je dis, Monsieur le Président, je vais vous rappeler une phrase du général de Gaulle dans ses mémoires. C'est en ces circonstances exceptionnelles que l'on se rend compte de la solitude du pouvoir.
Il m'a dit c'est vrai, parce que pour prendre certaines décisions, je me rends compte que je suis vraiment seul. Et le général de Gaulle ajoutait, dans la solitude des hommes et des passions, dans la tourmente des hommes et des passions, la solitude est forcément mon ami. Et il vous a fait une forte confidence quand il se rend compte de sa solitude, le président Macky Sall. Il n'a pas besoin de m'en rendre compte, je le sais. Mais Abdou Diouf, par exemple. Mais moi, j'ai vu qu'avec Abdou Diouf, des périodes où on l'a senti non seulement dans la solitude, mais isolé. Et vous savez, le drame d'un président de la République, c'est une mission difficile, ingrate, où vous ne pouvez pas dire tous les jours ce que vous ressentez dans votre chair au nom de l'intérêt de votre pays. Vous savez pourquoi on dit que le président de la République est irresponsable de ses actes? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on estime que c'est l'homme qui a le plus conscience des intérêts du pays. C'est pour ça qu'on le fait. Moi, j'estime que il faut, sans aucune démagogie, moi je dis en toute objectivité, le programme de résilience économique et sociale, vous l'avez lu, dans son élaboration, son articulation, l'abondement des différents postes de défense prouve que c'est un travail extrêmement sérieux et raffiné qui a été fait. Il faut maintenant attendre le terme de son exécution pour pouvoir en suivre, le suivre et l'évaluer. Dans l'entretemps, ce qui est l'objet de critique, c'est l'aide alimentaire. Parce qu'on n'a pas mesuré, contraint par le temps, tous les obstacles à surmonter pour, dans un délai très court, atteindre les objectifs souhaités et nécessaires. C'était pas la bonne démarche, c'était pas le bon modus operandi, acheter des vivres, les distribuer. Quel autre monde aurait-tu pour ça? On a souvent cité l'exemple de la Côte d'Ivoire où les bénéficiaires de l'aide du gouvernement ont reçu directement de l'argent via leur téléphone. Voilà, Babacar. Maintenant, c'est là où je voudrais appeler votre attention. Le substrat sur lequel on s'est appuyé pour faire la distribution, c'est le registre général unique. C'est les bourses familiales. Imaginez qu'on distribue cet argent par ces moyens-là. Mais c'est plus facile à dissiper et à détourner. Parce que quelqu'un peut aller dans un guichet, retirer l'argent, sa fille, son beau-frère et son ami, sans que personne ne s'en rende compte. Alors que quand il s'agit des vivres, si on les distribue en tout cas au vu et su de tout le monde, sous l'arbitrage d'un comité, mais si vous dissipez une part, on vous retient. C'est ça le problème. Attendez de voir un peu en Côte d'Ivoire ce qui va se passer quand ils feront le bilan. Parce que déjà, je crois, en Algérie, ils ont utilisé la même méthode. Il y a un pays du Maghreb. Les problèmes commencent à se poser. On attend de voir l'évaluation qui sera faite de ce plan de résilience. Maintenant, on attaque le plan de relance économique. On n'a pas encore les détails de ce plan-là. Mais comment Macky Sall et ses équipes devraient-ils s'y prendre pour relancer l'économie? Alors, le ministre Hott, brillant banquier, brillant économiste, a commencé à dénoncer en cascade les moyens de préparer l'après-Covid. Le ministre des Finances, très sérieux, Abdoulaye Daouda Diallo, a désagrégé les différentes dépenses effectuées à ce jour au franc près. Je crois que si l'on s'en tient, pour ce qui concerne Abdoulaye Diallo, à la comptabilité, et pour Amadou Hott, au plan économique, nous voyons se dessiner la trame de la relance. Mais qui, encore une fois, appelle la participation des différents secteurs de l'économie. Et c'est peut-être maintenant là où, encore une fois, nous allons vers des arbitrages. Premier arbitrage fondamental, c'est le cœur même du PSE, le PAP, le plan d'action prioritaire. Quel choix le président de la République va-t-il faire en infléchissant le programme d'investissement pour sortir du secteur des infrastructures, aller vers des secteurs comme les infrastructures de santé, les infrastructures sanitaires, aller vers un autre cœur de son programme, le capital humain, remodifier les choix comme il vient de le faire si brillamment, et je le dis parce que pour avoir été ministre de la fonction publique 2 fois, on avait eu 2 grandes préoccupations. Relever le plafond de retraite des agents de la santé de certains secteurs
Et ensuite, augmenter le nombre d'agents recrutés pour la santé. Aujourd'hui, je crois pour les médecins, les vétérinaires, les chirurgiens, le président a porté la retraite à 65 ans. Il prévoit de recruter entre 500 et 1000 médecins. Ce sont déjà des indications. Maintenant, dans le secteur de l'agriculture, sur une plage de temps de 5 années, ne va-t-on pas encourager l'agro-industrie pour la transformation et la valorisation sur place des produits destinés à notre communication? Au plan sous-régional, le ministre Hott l'a évoqué en disant qu'on va modifier la loi pour encourager la participation de capital dans les industries pharmaceutiques au niveau sous-régional. Voilà donc, moi je pense, quand on a vu l'ordonnance qui a modifié le budget 2020, on sent les grandes lignes de la réforme au plan financier. Je vous dis, Abdoulaye Diallo a joué un très bon rôle de comptable, parce que là c'est de la comptabilité qu'il a faite, et le ministre Hott est en train de conduire. Mais il faut vraiment prêter une attention très sérieuse, objective, pour pouvoir sentir que le président est déjà dans l'après-Covid. Comment devrait-on exécuter un plan de relance économique post-Covid-19 et exécuter en même temps le plan Sénégal émergent, le PAP 2, le plan d'action prioritaire phase 2. Est-ce qu'il sera possible d'exécuter en même temps ces différents programmes? Oui, c'est possible, parce que justement, il faut que, comme je vous l'ai dit, déjà, le budget modifié présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La LFR. Oui, et avec... non, c'était le débat d'orientation budgétaire qui était présenté le 30 juin et qui dégageait les grandes lignes du budget à venir. Et l'on sentait la prise en charge justement de l'après-Covid. Donc, le PAP dont vous parlez va prendre certains aspects de cette politique. Et ensuite, le président va être obligé d'infléchir certaines politiques d'investissement et les orienter, comme j'ai dit, dans certains secteurs qui ont montré leur niveau de faiblesse et fragilité pendant cette pandémie. Pour le PAP 2, il y a eu beaucoup d'engagement d'investisseurs étrangers. On se rappelle le groupe consultatif de Paris, avec ses milliards de francs CFA annoncés que des investisseurs vont injecter au Sénégal. Les investisseurs étrangers sont aussi frappés par la crise. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un plan qui est en sursis. Mais en fait, oui, certainement, il y a une partie du plan qui sera en sursis, c'est-à-dire la partie peut-être dont le financement n'avait pas été mobilisé. Mais il nous reste, si le projet demandé par le président de la République et qui est aujourd'hui supporté presque partout en Afrique, l'annulation de la dette, ça peut nous laisser des marges de manœuvre. Je crois que ça également, il faut l'intégrer comme des moyens supplémentaires de ressources propres qui nous permettra de financer certains secteurs. Malheureusement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour auprès des États bailleurs et des institutions financières qui ont prêté de l'argent aux pays africains comme le Sénégal. Oui, mais l'épongement de la dette. Mais prenez au plan bilatéral, la Chine a déjà donné son accord de principe. Et je pense que sous peu, les autres États vont parce qu'ils ont intérêt à ce que les économies de nos États survivent. Ça, il faut également le dire. Si les économies de nos pays tombent, mais les marchés que constituent nos États seront fermés à ces pays. Voilà. Abdoulaye Makhtar Diop, l'invité du grand jury de RFM. L'autre chapitre qu'on aborde dans cette émission, c'est ces polémiques sur le foncier. Et là, nous interpellons le grand serigne de Dakar que vous êtes. D'abord dans la capitale, donc, avec l'occupation du littoral dakarois, plus précisément la corniche ouest. Vous avez suivi ce débat-là. Vous en dites quoi aujourd'hui avec le recul? Alors, ce que j'en dis, c'est que les intellectuels sénégalais doivent arbitrer ce faux débat et dire qu'aux Sénégalais et aux Sénégalaises que le domaine public maritime a toujours été un instrument de spoliation de la colonisation française.
Le domaine public maritime est une traduction de la notion de 50 pages géométriques du roi, formalisée par Colbert, qui voulait que dans les territoires conquis, la couronne de France prenait possession de tous les territoires riverains. Vous avez été en France. Est-ce qu'ils se sont appliqués le domaine public maritime? Non. Quand vous allez en Normandie, Honfleur, c'est dans la mer. Deauville, c'est dans la mer. Biarritz, c'est dans la mer. Monaco, c'est dans la mer. Biarritz, c'est dans la mer. Marseille, Liverpool se construit dans la mer. À Dakar, jamais la colonisation française n'a pu imposer le domaine public maritime au Lébou. Et j'ai le texte ici. Ce sont les Lébous qui ont empêché qui ont empêché l'application du domaine public maritime. C'est pourquoi depuis lors, les Lébous vivent sur la côte. Quand vous allez à Beigne, ça veut dire Yarach. Vous allez à Mbao, à Thiaroye d'abord, Mbao, Rufisque, Bargny, Sendou, Yen, les Lébous depuis toujours vivent sur la côte. C'est le littoral, non? Par le nord. En commençant par la Médina, pour vous dire que le domaine public maritime n'a jamais existé. Les cimetières musulmans de Yoff là, non, ici derrière, de Orwar. Soumbédioune. En 1912, pour l'ouvrir, ce sont les Lébous qui ont donné 11 titres fonciers que j'ai ici, que j'ai à la maison. Ce sont les 11 titres fonciers des Lébous qui ont permis d'ouvrir ce cimetière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine public maritime. Fan Hoc, en face de la cour de cassation, et à moins de 100 mètres de la mer, quelle est la délimitation juridique du domaine public maritime? C'est la ligne. Là où échouent les vagues? Non. La plus haute vague de la plus haute marée du mois de mars. C'est comme ça que Colbert l'avait théorisé. Ça veut dire aujourd'hui, si on prend référence sur la baie de Soumbédioune, c'est-à-dire que si vous venez sur la plage de Soumbédioune, il faut tirer 100 mètres à l'intérieur. Et c'est tout cet espace qui est le domaine public maritime. Et traverser même la corniche. Hein. Mais bien sûr. C'est pourquoi je vous disais, les Français n'ont jamais appliqué le domaine public maritime ici. Fan Hoc, la cité Fan Hoc, ce sont les Lébous qui l'ont vendu à la France pour y construire la première cité qui abritait les Dahomey auxiliaires français. C'est pourquoi vous avez la de rue Worofila, etc. On a construit le camp colonial à côté, n'est-ce pas? Toutes les résidences de Fan, après l'université, sont sur le domaine public maritime dans le sens qu'on a donné. Aucun des résidents actuels de cette bande, jusqu'au-delà d'Addison, n'a construit sa villa. Ils ont tous trouvé les villas sur place que l'État du Sénégal a vendues à des fonctionnaires dans les années 70. Ils ont tous transformé leurs villas. Donc si on appelle le domaine public maritime, c'est là qu'il faut que les gens commencent. Yoff. Vous êtes pour son application? Non, il n'y a pas. Mais il n'y a pas de domaine public maritime. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un combat des Lébous. Je suis en train de vous expliquer que Yoff est en plein dans l'eau. Les Français n'ont pas pu faire bouger les gens de Yoff. Ngor est dans l'eau. Wakam est dans l'eau. Même les parcelles assainies. Vous savez que les parcelles assainies, au moment de la création, étaient destinées à être la deuxième zone résidentielle après Fan. C'est Senghor, alors que Lamine Diack était responsable du cadastre, qui a dit non, créons les parcelles assainies. Les parcelles assainies sont dans le domaine public maritime, au sens qu'on veut donner. Cambérène est dans le domaine public maritime. Ça veut dire que les Français n'ont jamais pu appliquer à Dakar, dans la région de Dakar. Parce qu'il y a eu une bataille qu'on n'a pas relevée. Le gouverneur Ducasse a eu une forte guerre avec la population de Bargny et de Rufisque. Il a voulu déplacer, les gens sont battus contre lui. Au retour, il a brûlé les cases de Lébou. Un mois après, il est revenu, jusqu'à Sali, Portugal, et à Joal Fadiout, les gens ont brûlé ses voiliers. Le cabinet du roi de France a dit laisse tomber. Vous connaissez la direction générale du port? C'était le siège des messageries impériales qui ont construit en 1862 le port de Dakar. Ce sont les Lébous qui ont vendu le terrain. Les Jamais, Pinet-Laprade, en 1862, quand il créait le port de Dakar, il a voulu appliquer les 50 pages géométriques droit. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abdoulaye Makhtar Diop? Je veux qu'il faut valider de nouvelles attributions sur le littoral? On n'est pas dans le domaine de l'attribution, on est dans le domaine de la fausse utilisation de la notion de domaine public maritime, après que les gens qui prétendent défendre en bénéficient. Mais la villa de Pierre Goudiaby, je ne l'attaque pas. Et sur le domaine public maritime? Le siège de sa société? Mais sur le domaine public maritime, ce sont les Lébous qui auraient dû se battre pour débarrasser tout le promontoire
de Mermoz. Je vous explique encore une fois. Vous savez, toutes les parties de la côte qui étaient laissées accessibles, c'était pour permettre aux Lébous de continuer leur activité de pêche. Quand vous sortez de la direction du port, vous prenez pour aller au lagon. Ça, c'est le TFS, c'est le Fofmodon Kausara. La Corniche Est. Voilà, oui, je suis juste en train de vous expliquer. Regardez dans votre lieu de résidence d'ailleurs. Ouais. Dans tout ce domaine-là, toutes les maisons, les constructions, jusqu'à la résidence de l'ambassadeur de France est à moins de 30 mètres du rivage. Le petit palais entre-temps. Le petit palais, le palais du gouverneur de Dakar a été construit en 1902. Or, en 1905, lisez ici. Mais alors, même le palais présidentiel est sur le domaine maritime, domaine public maritime. Au sens que les gens veulent donner. C'est pourquoi je vous explique. C'est ça que je vais vous expliquer. Pour vous dire que Dakar n'a jamais fait partie des espaces conquis par la France. Je vous donne ici le traité de juin 1905, je vous dis, signé par le grand serigne de Dakar et le gouverneur Camille Guy, qui confiait à la France par location la portion du territoire Lébou qui commence à l'actuelle cathédrale jusqu'au Cap Manuel. Et en contrepartie, lisez ici, la France paye au grand serigne, paye à la collectivité Lébou et aménageait le terrain de Toune jusqu'en 1905. Les phares des Mamelles. J'ai ici un document de 1933, un procès entre les dignitaires de Ngor Wakam et Yoff devant le tribunal français siégeant à Dakar, qui a débouté l'État français qui voulait immatriculer les terrains de Wakam en son nom. Parce qu'on avait considéré que c'était des allieux, c'est-à-dire des terrains allodiales qui n'est pas rattachés à la couronne de France. C'est pourquoi quand je vois les gens dire les phares des Mamelles, ils doivent savoir que les phares des Mamelles et ce territoire, avant la spoliation par l'État sénégalais, appartient aux Lébou. Ce phare a été construit en 1864. À Tartut, d'accord, les terrains de Toune, qui sont le résultat de la convention signée en 1905. 1905. Alors que, rappelez-vous bien que le Serigne Touba est rentré d'exil en 1902. Le palais de la Rue, on a commencé de le construire en 1902. Donc, ça veut dire au moment où les Français étaient bien installés. Mais donc, si les Français étaient en territoire conquis, ils n'auraient pas signé une convention avec la Gauloité Lébou. C'est une question logique. Alors, en contrepartie de la mise à disposition de l'État français de cette partie de Dakar que nous on appelle Bognoul, c'est-à-dire de la cathédrale au Cap Manuel, si vous faites attention, c'est là où il y a la résidence de l'ambassadeur de France, l'état-major, l'Assemblée nationale. Tout. C'est cette partie que les géographes appellent le haut plateau. En contrepartie, l'État français s'est engagé à organiser les terrains de Tound et les laisser à la disposition de la collectivité Lébou par un acte de 1925 que j'ai ici. Donc, même quand on ça c'est bon, Ablaye Matar Diop, pour l'histoire. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que... c'est ça qui continue jusqu'au moment où je vous parle. C'est pourquoi je vous en parle. Ces terrains, au moment où je vous parle, sont à l'usufruit de la collectivité Lébou. Quand vous parlez du quartier de Kaïfindiou, Kaïfindiou, c'est la zone où se trouve le grand théâtre. Il y a une partie, à Loti, côté, qui appartient à la collectivité Lébou. Et c'est très simple à dire. Partout où vous passez au plateau, vous avez des baraquements, des maisons en tôle, des taudis qui ne sont pas mis en valeur, qu'on a des Lébou milliardaires. Symbole le quartier de Mbot. Exactement, quartier de naissance. Et que vous avez fréquenté, c'est que ces terrains appartiennent de manière indivise à la collectivité. Mais les terrains qui appartiennent aux familles, la plupart des terrains n'ont jamais été vendus. Les Lébou étaient tellement bien formés à l'école française qu'ils avaient toujours mis leur terrain en bail, même avec les Libanais. De sorte que il y a des familles aujourd'hui qui ont récupéré leur terrain, dont le bail a expiré. Il y a une croyance populaire qui dit que les Lébou ont tout vendu. Mais c'est faux, justement. C'est ça que je vous dis. Mais vous connaissez ma maison familiale, à l'avenue Fédère, à la rue Moussa Diop, qui porte le nom de mon grand-père Moussa Diop Serigne Dakar, et Fédère. Mais cet immeuble m'appartient. Et je l'ai eu en héritage. Mes cousins ont leur maison en héritage. Quand vous allez à la rue Ahmed Assendoy, les familles, ils ont leur maison. Vous allez sur l'avenue Georges Pompidou, la famille Ahmed Assendoy est propriétaire. La famille de Youssou Bamargueye est propriétaire. Vous allez à la rue Thiers, à côté de la Zavia, la famille Mbaye Gueye, dont l'un des descendants les plus célèbres, c'est Maître Adama Gueye, ils sont propriétaires. C'est faux. C'est ça qui est archi faux. Donc, vous savez, je vous ai dit, nous, par tradition, nous n'avons jamais, même quand le président Senghor
a fait la loi sur le domaine national. Pourquoi il l'appelle la loi sur le domaine national? Parce que les gens doivent savoir que Mamadou Dia a été victime de son penchant communiste. Il allait vers la réforme agraire. Et quand il y a eu le coup d'État, Senghor n'osait plus parler de réforme agraire. Il a choisi la formule du domaine national. Pourquoi il ne l'a pas appelé le domaine de l'État? Parce qu'il sait que s'il l'appelle le domaine de l'État, les gens vont dire, écoutez, il prend nos terres. Il a des jeux, il appelle ça le domaine national avec une disposition pernicieuse. Si au bout de 10 ans, vous ne mettez pas ça en valeur, l'État prend ça en charge. Donc pour les terrains de Libou, jusqu'au jour où je vous parle, nous en avons l'usufruit. Maintenant, pour revenir au domaine public maritime, je vous ai dit, et personne ne pourra faire la preuve du contraire, Dakar a été traité comme les villes de la métropole, où les gens n'ont jamais appliqué le domaine public maritime comme ils l'ont fait aux Antilles, aux îles Mascareignes, qui sont aujourd'hui l'île Maurice, qui sont les Seychelles, la Réunion. Vous voyez la plage de Copacabana? Quand on dit que c'est la plus belle plage du monde, c'est que les conquistadors portugais ont chassé les indigènes de la plage. Vous allez aux Antilles, ils ont chassé les indigènes. Ici, les gens ont refusé. Le littoral dont on parle, ça part du Cap Manuel, par le nord jusqu'au barrage de Diamant. Par le sud, ça passe du Cap Manuel jusqu'à Cabrousse. Mais ce qui le Cap Skirring. Au-delà, pourquoi ceux qui parlent de littoral n'ont pas défendu les Lébou quand la mer il y a eu des rats de marée à Mbao, on ne les a pas entendus. Quand il y a des rats de marée à Tchaoulé, on ne les a pas entendus. Quand il y a des rats de marée à Kayar, on ne les a pas entendus. Le littoral qui défend, c'est le bout de Fann. Or, c'est nous qui devions. On ne doit pas réduire le littoral à la corniche ouest de Dakar. On a compris le message. On reste avec l'histoire, avec la colonisation et la capitale. Ce débat sur les noms de rues à Dakar et même dans d'autres villes, des noms donnés à des colonisateurs, un vieux débat qui refait surface avec la mort de George Floyd aux États-Unis et des militants pour qu'on enlève tous ces symboles de violence contre les Noirs. Êtes-vous un militant de la rebaptisation des rues et autres avenues? Mais nous, à Dakar, nous avions commencé au milieu des années 80 déjà. Ce n'est pas dans un contexte de crise. Si vous prenez les rues de la Médina, que c'est des rues 1, rue 2 comme vous, toutes les rues de la Médina ont été baptisées. Je vous ai dit que la rue Moussa Diop est baptisée du nom de mon grand-père, Moussa Diop. Le camp Dial Diop, le président l'a baptisé du nom de Dialingo Nembeng. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui a chassé le Damel Biribongo Ndela et conquis l'indépendance de Dakar. Et le siège de l'état-major. Le siège de l'état. Est-ce que vous avez l'état-major des armées sénégalaises? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un siège d'état-major porter le nom de quelqu'un qui n'est pas un guerrier? Il n'y en a pas. C'est Dial Diop qui a libéré le Cap-Vert du joug du Cayor. Parce que le Cayor était propriétaire jusqu'en 1765. Vous parlez des réformes au milieu des années 80. Oui. Alors c'est vrai que les noms des rues à Dakar, il y a du Ouagane Diouf, du Ngalandou Diouf. Voilà, parfaitement. Vous connaissez bien, il y a du Ouagane Diouf, du Ngalandou Diouf, du Hassan Diouf, du Mbaye Gueye. Abdou Karim Bourgi. Abdou Karim Bourgi. Alors, mais je suis tout à fait d'accord. Mais là où il faut vraiment... Mais à côté, il y a aussi du Paul Hall, il y a du Tchonk, il y a du... Oui, il y a toujours les noms de colonisateurs. Il y en a beaucoup. Il y a la rue d'Agorne, il y a la rue de Médine, alors que c'est pas la Médine de la Mecque, c'est la Médine, la bataille de Médine où Faidherbe c'est Aguerroy chez Omar Foutiyou. Donc, il y a l'avenue Faidherbe qui passe devant chez vous. Devant chez moi, mon balcon donne sur l'avenue Faidherbe. Mais je dis, je suis d'accord pour me baptiser. Mais vous savez où nous aurons un problème? C'est de rebaptiser. Parce qu'il ne faut pas que les gens prennent leur père ou leur grand-père, parce que simplement vous êtes ministre, que votre grand-père n'a rien fait, vous voulez lui donner une rue. C'est ça là le grand débat. Oui, parce que je suis maire de tel coin, mon père... Faites allusion à l'un de vos successeurs à la mairie de Dakar Plateau, Aliou Ndoye. Non, pas lui. Non, pas lui. Vous savez, on a eu ce problème violent à la ville de Dakar. On s'est réveillé, un responsable politique dont le père était boucher, a voulu donner une rue à son père, à son grand-père. Les gens, par scrupule, ne pouvaient parler de ça. Mais il y a un éberlué qui a dit, écoutez, nous sommes à Dakar. Donc c'est cela, il faut faire attention, que ce soit à Dakar Plateau, que ce soit à... Est-ce qu'il faut appliquer la débaptisation à outrance? Parce qu'il y a quelques années, je vous ai entendu dire qu'on a changé le nom de la rue Pinay-Laprade. Vous avez estimé que c'était une impertinence parce que c'est Pinay-Laprade qui a dessiné Dakar quand même. On pouvait laisser ce symbole-là. Voilà. C'est là où je dis qu'il faut faire très attention. Parce qu'il faut également laisser au pays, aux villes, une part de leur âme, quelle que soit
la manière dont cette histoire a été faite. Parce que si vous débaptisez tout, mais quand on dit à mon petit-fils un jour, en 1800, au milieu des années 19e siècle, 1860, comment Dakar, en quelle année Dakar a été commune, 1887, il l'ignore. En quelle année Dakar il y a eu le contrat entre Protet et Djaraf Mornoy, 1857, il ne sait pas. À quelle année on a ouvert la corniche là? Le général de Gaulle, quand il est venu à Dakar, quand les gens parlent de porteur de pancarte, le général de Gaulle est passé par la corniche qui a été ouverte entre 1955 et 1956. Et les gens ne le savent pas. Donc je crois que là, il faut vraiment essayer de concilier les choses, voir quelle part d'histoire qui n'agresse pas notre personnalité, n'agresse pas notre dignité et nous projette dans le futur. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je crois que... Mais où fait pour dire, oui, bon, Ablaye Matar Diop est mon oncle, il faut qu'on lui donne, je sais plus. C'est pas normal, ça. Dakar toujours, l'affaire du marché Sandaga. En tant que natif et ancien maire de Dakar Plateau, démolition reportée jusqu'au lendemain de la fête de la Tabaski, dans un mois. On traîne avec cette décision depuis un an, la résistance des commerçants. Oui, vous savez, moi en 1997 ou 98, en tant que maire du Plateau, j'ai cherché la lettre dans mes archives. J'avais adressé une lettre au ministre de l'Intérieur parce qu'à l'époque, après la répartition des biens entre la ville et de Dakar et les communes, j'avais dit que nous dégageons notre responsabilité parce que ce marché est dangereux. Aujourd'hui, quel que soit le délai accordé, il faut refaire le marché Sandaga. C'est ça qui est honnête, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est opportun. Il s'y ajoute que nos ménages, nous qui habitons Dakar Plateau, nos familles n'ont plus de marché où s'approvisionner. Les femmes du plateau vont maintenant à la Médina pour s'approvisionner. Il n'y a plus de marché à Dakar Plateau. C'est ça la vérité. C'est bien de tenir compte de leurs préoccupations pour la Tabaski. On a relevé ce paradoxe-là. On veut enlever tous les symboles de la colonisation et on veut maintenir l'architecture de Sandaga qui a été construite par le colonisateur. Maintenant, c'est-à-dire, il faut savoir qui veut. Si c'est l'État, vous auriez pu l'opposer à l'État. Si l'État disait, dans ma politique, j'ai débaptisé les rues, j'efface les traces de la colonisation, alors si l'État le fait en disant, détruisons le palais de la République, détruisons l'hôtel de ville de Dakar, détruisons la chambre de commerce de Dakar, détruisons le ministère des Affaires étrangères qui a habité le premier tribunal d'instance de la France au Sénégal. Détruisons... Est-ce que vous savez qu'à Gorée, le président de la République a un palais comme Popenguine? Vous le savez. C'était la résidence du gouverneur de Gorée et du Sénégal. On ne va pas s'en sortir si on... On ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi je dis qu'il faut être lucide. Moi, je pense qu'il faut étudier ça avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux. Pour Sandaga, pour vous, il faut... Non, le Sandaga, il faut le garder comme on a gardé la gare de Dakar. Parce que le projet tel que je l'ai vu, parce que le maire du Plateau avait son propre projet, qu'il a présenté et j'étais là. La mairie de ville aussi. La mairie de ville avait un projet. Mais ils avaient des projets, ils n'étaient pas capables de le financer. Maintenant, l'État vient financer ce projet, garder l'architecture, aérer le cœur de Dakar, et créer un marché avec toutes les commodités. Mais je crois que tous les hommes de bon sens devraient être d'accord et accompagner le ministre Karim Fofana qui fait du très bon travail dans cette ville. Alors, on a beaucoup de sujets qu'on aurait souhaité aborder avec vous, mais il nous reste très peu de temps. Là, on vous met votre casquette d'ancien directeur général de Sonès. Sonès avec 2 E à l'époque. L'arrivée de la française Suez sur le marché de l'eau au Sénégal avec sa filiale dénommée Sen'Eau qui remplace la SDE sénégalaise des eaux. Les ruptures intempestives dans la distribution de l'eau dans les centres urbains, elles sont toujours là. Oui, vous savez, moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview de Mamadou Samba Delko, ancien directeur financier de la Sonès, ancien directeur général. Je pense que des hommes ressources comme Mamadou Samb méritent d'être associés dans la phase que nous vivons à la gestion de Sen'Eau. Je pense que monsieur le président Macky Sall, qu'il a eu comme conseiller technique à la primature, doit penser l'associer à ce qui se fait là-bas. Moi, je suis député, je ne peux plus y participer, peut-être au titre du conseil d'administration. Mais il faut savoir une chose, c'est que SDE ou Sen'Eau, il y a un déficit structurel. Même si vous prenez Babacar Fall et 100 autres Sénégalais, vous leur donnez
la production, le transport et la distribution de l'eau, dans les conditions actuelles, on aura des pénuries. Parce que la demande est très très forte et la production ne suit pas. Donc il n'y a que KMS3 fini qui peut résoudre une partie du déficit avec l'usine de désalinisation ou de dessalement de l'eau de mer. Vous êtes OK pour l'usine des Mamelles, pour la désalinisation Mais ça, ça me ramène justement au problème du domaine public maritime. Vous savez, le site de l'usine est un titre foncier qui appartient à Ahmed Lassane Ndoye. Pour vous dire encore, c'est pas un domaine public maritime, et j'ai le titre foncier. Et les actes d'expropriation et le dédommagement de la famille. Alors, donc nous, on n'a pas de problème. Je vous ai dit encore une fois, les Lébous ne sont pas dans cette bataille. Nous, notre bataille, c'est que si on doit redistribuer le littoral, on va s'appuyer sur la loi portant domaine national. C'est nous qui avons été spoliés. Parce que sur ce plan-là, vous êtes passé rapidement. Il faut que tous les Sénégalais sachent que 95% du territoire national nous appartient en commun. Si on ne laisse pas tomber cette histoire, le pays va déstabiliser. Il faut que les grands-pères de Massamba Ndiaye, qui est à Fatick, l'oncle de Bourimbo qui est au Walo, le père de Amadou Kane qui est au Fouta, sachent que le terrain sur lequel il cultive ne lui appartient pas parce que c'est le domaine national. Mais alors, on va parler. Il faut faire attention. On va parler alors, et pour quelques secondes, Oui. de l'affaire des 300 hectares de terre attribués au groupe Sedima de l'homme d'affaires Babacar Ngom pour un projet agricole dans le département de Mour entre Ndengler et Djilakh. Vous dites quoi? Je dis que la responsabilité du maire et des conseillers municipaux de ces deux communes est engagée. Il faut laisser le président Macky Sall tranquille. Babacar, comment pouvez-vous comprendre qu'un maire élu pour représenter ces populations puisse donner 350 hectares à quelqu'un? S'il n'avait pas délibéré, le président n'aurait pas signé. C'est pas normal pour vous? Ce n'est pas normal. Attendez, je vais vous expliquer. Si Babacar Ngom dit donnez-moi ces 300 hectares pour des exploitations agricoles, mais un bail suffisait s'il a des moyens pour financer son entreprise. Parce que l'avantage d'un bail... Il a un titre foncier oui, maintenant. mais c'est ça que je dis. Qui est parti d'une délibération. Exactement, c'est parti d'une délibération et ça qui engage la responsabilité des communes. Mais s'il n'y avait pas de cette délibération, le président n'aurait pas signé le décret. La deuxième chose, pour la sécurisation de la terre et tenir au collet l'investisseur, le bail est la meilleure formule. Parce que s'il ne réalise pas le projet, vous retirez le bail. Le terrain leur a été attribué depuis combien de temps par délibération? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Est-ce qu'il n'était pas dit, semble-t-il, sur le bail qu'au bout de 3 ans, s'il n'y a pas une mise en valeur au titre du terrain? C'est bien ce qui est dit. Mais alors, à partir de ce moment, qu'il s'agisse de Babacar Ngom ou d'autres, il faut qu'on fasse attention pour ne pas créer des activités latifonnières. On ne peut pas donner 200 hectares, 300 hectares, 400 hectares à des gens pour une destination précise et après qu'ils vont dans des zones bien viabilisées, les morceler pour en faire des lieux d'habitation. Parce que si on continue comme ça, vous prendrez 10 000 Sénégalais, vous donnez à chacun 200 hectares, dans 20 ans, 10 000 Sénégalais vont être les propriétaires du territoire sénégalais. C'est ça la vérité. C'est démesuré, 300 hectares. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas démesuré si en vérité, l'activité projetée se réalise, et je préfère avec un bail. Si vous réalisez votre projet, au terme du bail, on le renouvelle. Mais vous ne pouvez pas dire, je suis milliardaire, j'ai mes fonds propres, pour développer une activité industrielle, donnez-moi 200 hectares, je fais un titre foncier, ça devient 50 milliards, je présente ça à la banque comme une sûreté réelle. Mais n'importe qui peut faire ça. Ensuite, s'il s'agit d'habitat, mais les maires là, s'ils avaient donné 50 hectares à 100 jeunes, 25 hectares traduits en titre foncier, si les gosses vont à la banque, on leur donne le prêter de l'argent pour construire des cités. Avec des surfaces comme ça, vous pouvez lever n'importe quel fonds. Bien sûr, bien sûr. Alors, je préfère le bail au titre foncier quand il s'agit de projet. On termine vraiment. Alors, 3 secondes sur ça. L'opinion sénégalaise choquée ce week-end par la diffusion d'enregistrements sonores dans lesquels on entend un député, vice-président de l'Assemblée nationale comme vous, proférer des injures et ça fait débat sur la place publique. Vous en pensez quoi de ces injures entre responsables de l'APR surtout? Alors vous me permettez, d'abord on n'avait pas de but, mais je voulais apporter mon soutien à une décision du président de la République visant à la réduction du pouvoir des maires pour la signature des autorisations de construire. Il faut que les Sénégalais sachent que le maire est un agent de l'État et un agent de la commune.
Le maire qui signe une autorisation est un agent de l'État. Le maire qui signe un acte d'état civil, bulletin de naissance, extrait de naissance, certificat de décès, de mariage est un agent de l'État. Le maire qui signe des actes de réglementation de la circulation est un agent de l'État. Le maire est agent de la commune quand il exécute les délibérations du conseil municipal. Alors, maintenant on revient à cette affaire qu'il faut condamner et sanctionner. Je ne peux pas comprendre, quel que soit ce qu'on peut appeler une provocation venant d'un autre député, qu'un monsieur qui a été président du Parlement de la CEDEAO, vice-président de l'Assemblée, candidat déclaré à la mairie de Dakar, capitale du Sénégal, tiennent des injures publiques de cette nature. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Sanctions administratives ou pénales? Non, vous savez, il ne peut pas y avoir de sanctions administratives de l'Assemblée nationale. Ça, il faut qu'on le sache. On ne peut pas. Il reste maintenant à savoir si les messieurs qui font l'objet de ces injures saisissent la justice ou pas. Mais moi, je pense qu'on a dépassé toutes les bornes possibles, imaginables ou inimaginables de l'insolence dans ce pays. Abdoulaye Makhtar Diop, merci. Vice-président à l'Assemblée nationale, ancien ministre d'État de sport, de la fonction de la modernisation de l'État aussi, grand sérine de Dakar. Et on pensait à la famille et aux proches de Mamadou Bamba Ndiaye, qui a été directeur d'une radio, Océan FM. Et le Messager aussi. Et du journal Le Messager, qui a été ministre à la présidence de la République chargé des affaires religieuses, qui nous a quittés ce week-end. Merci de nous rester fidèles. À dimanche prochain pour un nouveau numéro du Grand Jury. Merci à Abdou et Khadim et Magui. À dimanche prochain. Merci beaucoup, Babacar. Mi te kan hamrayitin